À l'heure où plusieurs pays africains sont dans la fièvre de la célébration des fêtes de l'indépendance, le fil rouge du Gabon 24 cette semaine fait le tour de la question liée à l'impact de la décolonisation. Et pour ouvrir nos débats, indépendance en Afrique, atout ou inconvénient, c'est le thème de ce plateau spécial dans lequel nous recevons M. Privat Ngomo, homme politique et apprentissage. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, difficile de parler d'indépendance sans parler de colonisation. Et si on faisait un détour dans l'histoire, qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne finalement? Il faut retenir que l'histoire commence, en fait, pour nous les Africains, de manière institutionnelle, à partir du 4e millénaire avant notre ère. Nous sommes là en 3300, lorsque un Noir, un Soudanais, qui s'appelait Narimari, que les Grecs appellent Narmer ou Ménès, va mener une guerre d'unification des 14 cités-États de Kama. Kama, c'est ce que les Occidentaux ont appelé Égypte. Nous, on appelle Kama Kemet. Et Narmer va donc instituer pour la première fois dans l'humanité la royauté. Il mettra à la tête donc du gouvernement une femme qui s'appelait Menka. Nous sommes là en 3300 et quelques. Avant notre ère. Avant notre ère. Et donc l'Afrique a été indépendante. Et même la première indépendance du point de vue institutionnel. Nous sommes restés pratiquement pendant 5 millénaires. Et nous avons perdu cette indépendance au 15e siècle, 16e siècle, avec la traite négrière, où nous avons été dépossédés de notre destin. Et cette dépossession se poursuit jusqu'aujourd'hui. Pour beaucoup de jeunes Africains qui ne remontent pas si loin, c'est surtout la traite négrière, l'impérialisme colonial et les colonies. Les colonies. Et nous avons mené, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, des luttes pour notre émancipation, pour notre indépendance, face aux puissances occidentales qui n'entendaient rien lâcher. Alors qu'il faut le rappeler, nous étions à leur côté, nous pensons aux Alliés, pour vaincre le nazisme hitlérien. Et pourtant, quand Hitler a été vaincu, en 1945, ces puissances ont refusé d'octroyer l'indépendance à leurs colonies. Et il y a eu une guerre de libération. Et je voudrais maintenant, si vous me permettez, pour finir sur l'aspect historique, situer un peu les 5 grandes Afriques historiques pour ce qui est de la libération. 5. La première, Afrique... Libération de l'Afrique, vous entendez? Oui, j'entends libération de l'Afrique, mais je situe ça en 5 groupes, que j'appelle les 5 Afriques qu'il fallait libérer. La première est l'Afrique éthiopienne, qui en fait n'a jamais été colonisée. C'est la seule partie du monde africain qui n'a pas subi de colonisation, malgré la volonté italienne de l'avoir comme colonie. Donc ça, c'est une Afrique qui a toujours été souveraine. La deuxième Afrique est celle, on va dire, britannique. L'Afrique britannique, celle qui était sous l'Empire britannique. Et là, on pense naturellement à l'Inde, on pense aussi au Nigeria, on pense au Ghana, on pense à la Tanzanie, on pense à tous ces pays africains qui étaient sous le joug britannique et qui sont sortis de cette domination par, c'est vrai, des luttes, mais surtout la négociation. Vous connaissez le fair play britannique. Quand ils ont compris que la partie était perdue, ils ont levé le pied et ils ont proposé le Commonwealth, c'est-à-dire la richesse commune à partager. Ça, c'est donc l'Afrique britannique. Et ces mouvements commencent à partir de 1945, avec l'Inde, de Mahatma Gandhi, et puis pour ce qui est de l'Afrique, avec Kwame Nkrumah au Ghana. La troisième Afrique, c'est l'Afrique lusophone, celle qui a été dominée par les Portugais. Les Portugais n'ont pas voulu lâcher leur colonie. Ils ont même mené une guerre contre les autochtones. Il a fallu avoir la révolution de hier, en 1974, lorsque le régime dictatorial de Salazar est tombé, pour que, en 1975, le Mozambique, l'Angola et les autres colonies portugaises prennent leur indépendance. Ils l'ont pris par la force, par la guerre. Ensuite, il y a, comme 4e Afrique, l'Afrique hispanophone, qui concerne le Sahara occidental, près du Maroc, et la Guinée équatoriale, proche de nous. Eux, leur indépendance survient à la fin des années 60.
Et ils sont réellement indépendants. Je vous parle là des peuples d'Afrique, des nations africaines qui sont réellement indépendants aujourd'hui et qui peuvent fêter l'indépendance en sachant que des pères se sont battus pour qu'eux soient libres et souverains. Il reste ensuite deux autres Afriques. Il reste l'Afrique britanno-hollandaise, l'Afrique du Sud, avec les Boers, les Afrikaners, qui eux ont lâché la bride en 1994 grâce à Mandela. Et l'Afrique du Sud aujourd'hui est vraiment indépendante. Elle est sortie du régime d'apartheid. Et la toute dernière Afrique est celle qui nous concerne, l'Afrique francophone. Celle où Quand vous parlez du Gabon. Oui, celle où les indépendances nous ont été octroyées. Comme si on peut penser un seul instant que le bourreau va octroyer son indépendance à sa victime. Voilà. C'est ce résumé-là qui vous donne à peu près une idée de la cartographie d'indépendance sur le continent. D'accord. Alors fondamentalement, parce qu'il faut revenir sur les mots également, c'est une émission également à connotation pédagogique pour permettre aux gens de comprendre exactement ce que l'on fait pour le cas du Gabon le 17 août. Fondamentalement, c'est quoi l'indépendance et qu'est-ce que cela implique? L'indépendance, voyez-vous, c'est lorsque vous n'êtes pas dépendant. Prenez un être humain, pour faire simple. Quand vous naissez à 9 mois, vous êtes totalement, absolument, intégralement dépendant de votre mère. Vous serez autonome quand vous pourrez désormais penser par vous-même, décider par vous-même et assumer vous-même vos décisions. Donc l'autonomie de l'homme va un peu avec l'indépendance des nations. Une nation est indépendante lorsqu'elle décide de son système politique, lorsqu'elle décide de son système monétaire, de son système militaire, de son système économique et culturel. C'est cela l'indépendance. Question. Peut-on dire que les pays de la zone francophone sont réellement indépendants? Sont réellement indépendants. C'est une chose de faire la fête, de commémorer, de célébrer. C'est tout autre chose. Qu'est-ce qu'on célèbre finalement? Oui. Et vous verrez que nos pays africains célèbrent en 1960 leur accession à l'indépendance. Le 15, ce sera, je crois, le tour du Congo-Brazzaville. Le 16, le 17, ce sera le tour du Gabon. Et peut-être bien avant, le 13, ce sera celui de la RCA. Donc, les Français sont venus octroyer les indépendances aux pays africains pour que ces derniers ne l'arrachent pas réellement. S'agissant de la France... C'est une stratégie alors, c'est une stratégie... Oui, parce que la France, avec De Gaulle, a essayé d'éviter les échecs qu'elle a connus en 1954 en Indochine, lorsqu'elle a perdu la guerre face à Ho Chi Minh. Nous sommes là en 1954, il y a eu une guerre, et dans la cuvette de Dien Bien Phu, la France a été battue. Elle a replié, et l'Indochine est devenue le Vietnam, un État indépendant. L'Algérie aussi en 1954, sur la poursuite de la réussite de la guerre de libération vietnamienne, l'Algérie décide également d'avoir son indépendance. La France n'a pas tiré les leçons, elle refuse. Il y a donc une guerre de libération qui va se solder par les accords d'Évian en 1962, car l'Algérie sera indépendante en 1962. La France, là aussi, a perdu, mais elle a su cette fois-ci mieux négocier. Pendant que les Algériens menaient leur combat pour l'indépendance, au Cameroun de Ruben Oumniobé, au Cameroun de Félix Moumié, de Ernest Ouandjé, revendiquaient également l'indépendance. Vous savez que le Cameroun est une zone particulière qui a été une colonie allemande, et quand l'Allemagne a perdu la guerre 1914-1918, eh bien, c'est la France et la Grande-Bretagne qui ont administré la colonie allemande. Et Oumniobé, à partir de 1948, lorsqu'il crée le parti Union des populations du Cameroun, souhaite l'indépendance. Il souhaite que son pays accède à l'indépendance. Une véritable indépendance. Pas contre les colonisateurs, mais désormais pour les populations. Et en discussion d'égal à égal avec les colonisateurs. Les Britanniques sont disposés justement à cela, pas les Français. D'accord. Et les Français vont mener une guerre extrêmement grave, génocidaire, pour venir à bout donc de l'UPC.
Younou Miébé sera assassiné, Félix Moumié aussi, Castor Ossendé Afana sera assassiné et Ernest Vandier sera également assassiné. Donc la France a vraiment usé de tous les moyens, les pires, pour venir à bout le mouvement indépendantiste. Et pour éviter justement que l'exemple camerounais se propage dans l'ensemble des autres colonies qui, elles, étaient vraiment françaises, eh bien, De Gaulle va proposer de nous donner l'indépendance et en retour, nous fera signer des accords de coopération qui sont en réalité des accords coloniaux et qui maintiennent les colonies en situation de néocolonie. C'est mon analyse. D'accord, c'est votre analyse et ça n'engage que vous, hein, M. Prévert Ngomo. Alors, si on vous écoute depuis le début, on vous écoute, est-ce que finalement, parce que le thème justement de notre plateau spécial, c'est indépendance en Afrique, atouts et inconvénients, est-ce que peut-on dire, surtout pour le cas de l'Afrique centrale, peut-on dire réellement que l'indépendance a des atouts ou a eu des atouts pour nos nations? Non, ce n'est pas en ces termes que je poserai le débat. D'accord. L'indépendance est une réalité ontologique, c'est-à-dire c'est quelque chose que l'on porte sur soi. Maintenant, on peut, tout en étant indépendant, avoir des qualités, des atouts, ou des défauts, des inconvénients, voyez-vous. Mais un homme doit par essence être indépendant. Donc pour moi, l'indépendance ne peut pas se traduire en termes d'atouts ou d'inconvénients, non. C'est plutôt de dire l'indépendance. Est-ce qu'elle est nécessaire pour la renaissance africaine? Est-ce que l'on doit s'appuyer sur la souveraineté africaine pour pouvoir voir l'Afrique sortir de la situation de misère et de mépris? Est-ce que l'Afrique d'abord est souveraine? Il y a des parties... Sur le domaine politique, économique, pour parler, c'est vrai que vous avez sondé l'Afrique en 5 zones, mais pour rester sous le cadre de l'Afrique centrale, puisque nous sommes au Gabon, est-ce que véritablement les pays d'Afrique centrale sont souverains? Alors, on va parler donc des pays d'Afrique centrale et des pays d'Afrique de l'Ouest. On va prendre l'AEF, l'Afrique équatoriale française, même si je n'aime pas cette terminologie, et puis l'AOF, l'Afrique occidentale française. Moi, je distingue 3 grands groupes. Allez-y. Le premier groupe, c'est le groupe de ceux qui se sont véritablement affranchis de la tutelle française et qui sont en train de le faire par la force de l'épée, par la force de la Kalachnikov. Ce sont les pays de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ils ont dû entrer en guerre avec la France, militairement, politiquement, diplomatiquement, parce qu'ils ont compris que ce n'est pas par la négociation que la France va accepter de perdre tous les avantages qu'elle tire des richesses de leur pays. Cette zone-là est sur la véritable voie d'émancipation. C'est la première catégorie. Est-ce que vous pensez qu'elle devrait faire école? Bien sûr, puisque j'appartiens moi à cette tendance-là. D'accord. La deuxième école, c'est l'école de ces États africains qui restent france-africains. C'est-à-dire qu'ils acceptent de déléguer une partie, pour ne pas dire la grande partie, de leur souveraineté à la puissance coloniale. En acceptant que la monnaie soit toujours produite par la France, en acceptant qu'il y ait des bases militaires, en acceptant que les accords qui ont été signés en 1960 soient toujours en vigueur. Dès l'instant où on respecte ces accords, eh bien, on a concédé notre souveraineté à l'ancienne puissance coloniale qui continue à disposer de nos territoires comme elle le faisait pendant la colonisation, sauf que désormais, à la place du blanc colonial, du gouverneur colonial blanc, on a maintenant des Africains qui jouent parfaitement le rôle de nègre de maison. La dernière école, c'est l'école mixte, celle qui veut être souveraine, mais qui reste encore sous le giron français. Et là, je pense à quelques pays. Je pense au Sénégal, de Diomaye Faye et de Sonko, qui ont décidé de demander aux Français de partir sur le plan militaire. Donc il y a eu une remise en cause des accords de défense. Vont-ils aller vers une monnaie qui soit africaine? C'est une question importante. C'est une grosse question d'ailleurs. Pour l'instant, il n'en est pas question. Je pense à la République centrafricaine, qui a fait des rapprochements vers la Russie. Et on sait que la Russie et la France, actuellement, ne sont pas de très grands partenaires, loin s'en faut. Et puis il y a le Tchad, qui a demandé, à la fin du mois de janvier 2025, que la France retire ses troupes militaires. Donc, voyez-vous, en Afrique centrale, nous avons quand même ces 2 pays-là qui, manifestement,
donnent le sentiment qu'ils veulent s'affranchir de la tutelle française, donc recouvrer toute leur souveraineté pleine et entière. Pourquoi pourquoi vous utilisez l'expression « veulent s'affranchir » Est-ce que vous pensez qu'il y a... Ce n'est pas sincère? Non, c'est peut-être sincère, mais ce n'est pas encore total. D'accord. Parce que la souveraineté, au sens où on l'entend, lorsque c'est une souveraineté nationale, elle doit être effective dans les différents segments de la vie nationale. Le segment militaire, c'est le peuple gabonais qui doit être protégé par l'armée gabonaise républicaine. Et nous ne devons pas avoir une base militaire française sur notre sol. Non. Cela voudrait dire que les militaires gabonais ne peuvent pas protéger leurs concitoyens, ce qui n'est pas acceptable. Or, voyez-vous, au Gabon, pour l'instant, la base militaire française demeure. Voyez-vous, au Gabon, nous avons encore le franc CFA. Voyez-vous, au Gabon, nous parlons encore en français pour nous exprimer. Ce sont autant d'éléments qui montrent que nous ne sommes pas encore souverains. Donc, si nous voulons être souverains, il faut que sur le plan militaire, sur le plan monétaire, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel et même sur le plan spirituel, nous soyons en phase avec nos réalités et non pas qu'on nous impose des modèles qui viennent d'ailleurs et qui servent davantage les intérêts de la puissance coloniale plutôt que les intérêts des populations du Gabon, du Cameroun, du Tchad, du Centrafrique, du Congo-Brazzaville et que sais-je encore. Alors dites-nous, finalement, ces indépendances accordées, voulues ou arrachées, selon que vous expliquiez depuis qu'on a commencé cette émission, qu'est-ce qui aurait dû être fait à l'orée, au lendemain des indépendances, qui malheureusement n'a pas été fait aujourd'hui? Vous savez, quand je parcours l'histoire de mon pays, le Gabon, je me dis que nous avions, en 1950-1960, des hommes politiques de grande qualité. Vous me permettez de citer quand même quelques noms. Allez-y, quelques noms, naturellement, noms. Pour l'histoire et pour la postérité. Et je considère qu'ils avaient une qualité au-dessus du président Léomba. Je le dis en toute humilité et en tout respect à l'endroit du premier président du Gabon. Mais je pense que Jean-Yves Robameyege était d'une qualité républicaine supérieure à celle de Léomba. Et c'est là la raison pour laquelle on n'a pas voulu qu'il accède au pouvoir. Il était un peu trop nationaliste, il pensait un peu trop aux intérêts de son pays. René-Paul Souzat, qui a dit non avec Jean-Jacques Boucavel au référendum 1958, était un homme de qualité. Car ils avaient compris qu'on leur proposait là un marché de dupes. Jean-Marc Ekongema, un des plus jeunes ministres de la République sous Léomba, était un homme de qualité. Germain Banguema était un homme de qualité. Douna des Pénaud, voyez-vous, ces hommes, comment ont-ils fini? On les a purement et simplement écartés. Soit par l'exil, soit par la prison, soit par l'assassinat. Si ces hommes avaient été aux affaires, je le pense, notre visage, peut-être aujourd'hui au Gabon, serait identique à celui des pays qu'on appelle les dragons de l'Asie, parce que le Gabon ne manque ni de ressources intellectuelles, ni de ressources stratégiques et naturelles. Donc, la puissance coloniale s'est arrangée pour que les hommes de qualité qui existaient déjà dans les années 50 n'accèdent pas au pouvoir, car il est clair que ces hommes auraient d'abord voulu développer leur pays, et les richesses du Gabon auraient d'abord servi aux populations gabonaises plutôt qu'aux populations françaises. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, certains déboires qu'on observe en Afrique de manière générale et en Afrique centrale en particulier, puisque le Gabon fait partie de l'équipe de l'Afrique centrale, quand on parle de déboires, je parle de l'instabilité politique dans certains pays, quand je parle de déboires, je parle de mauvaise gouvernance, est-ce que tout ceci est dû justement à cette indépendance qui, dans le fond, n'est pas réelle? Exactement. Nous avons une indépendance factice. Et là, j'appelle maintenant les Gabonais et les Gabonaises qui nous suivent à distinguer la réalité des faits, qui forcément n'est pas véhiculée par le narratif occidental qu'on nous sert. Quand on prétend que les Gabonais ont une nation indépendante et que cette indépendance a été proclamée le 17 août 1960, on laisse entendre que les Gabonais n'ont plus à se battre pour être indépendants. Or, en réalité, les Gabonais doivent savoir que les accords de coopération qui ont été signés entre le Premier ministre de l'époque, Léon Baminko, et puis le secrétaire d'État aux affaires d'outre-mer, Jean Foyer, ces accords laissent entendre que le Gabon a cédé une partie importante de sa souveraineté à la France.
Et à partir de cet instant, c'est en réalité la France qui contrôle toute la vie nationale de notre pays, quelles que soient les dimensions. Et dès l'instant où c'est la France qui contrôle, eh bien, nous sommes plus ou moins déresponsabilisés. Et si notre pays va mal, ce n'est pas tant parce que nous sommes incompétents, ou bien parce que nous sommes des détourneurs de fonds, ou bien parce que nous n'aimons pas nos pays. C'est parce que simplement, certaines puissances étrangères, et je vais là pointer la France, gagneraient à ce que le pétrole du Gabon soit toujours exploité par Total, qui est une société française, que l'uranium du Gabon soit toujours exploité par une société française, Orano, que le manganèse du Gabon soit toujours exploité par une société française qui est Eramet, que toutes les autres richesses de notre pays, qui sont nombreuses, soient toujours exploitées par la France comme du temps de la colonisation. Donc le grand défi, aujourd'hui, c'est celui de la souveraineté, pour ne plus parler de l'indépendance. Et moi, je m'inscris dans ma ligne politique comme un souverainiste. Et la souveraineté, ce n'est pas contre la puissance occidentale, ce n'est pas contre ses intérêts. La souveraineté, c'est pour l'intérêt des populations. Et nous pouvons discuter d'égal à égal avec la puissance coloniale pour dire, écoutez, les contrats où vous étiez à 90% de bénéfices et nous à 10% ne peuvent plus continuer. On peut revenir à des contrats qui soient gagnant-gagnant. Et c'est tout le grand débat qu'on doit avoir désormais. Et je peux me féliciter quand je vois le président Oligui Nguema qui va dans ce sens, voyez-vous. C'est-à-dire qu'il ne proclame pas, comme les présidents de l'AES, cette volonté d'en découdre avec la France, mais il laisse comprendre que la France peut, en regardant la réalité factuelle gabonaise, se dire que certains accords léonins qui sont au désavantage du Gabon peuvent être revus dans un esprit gagnant-gagnant. Peuvent ou doivent être revus? Oui, ces accords doivent être revus parce que lorsqu'ils ont été signés... C'est un impératif aujourd'hui. C'est un impératif. Pour nous, c'est un impératif. Ce n'est pas une faveur, c'est un impératif. On dit à la France, nous souhaitons revoir les accords s'agissant du manganèse. Nous aimerions maintenant que le manganèse soit transformé chez nous parce que nous allons pouvoir maintenant industrialiser un peu notre pays. Cela va créer des emplois. Nous allons avoir une plus-value, une valeur ajoutée dans la production des produits que nous pourrons vendre à l'exportation. Mais la France peut le comprendre. Simplement, elle acceptera que de 90% où elle était, on va dire, la maîtresse du jeu, en termes de pourcentage, elle descend à 50%. C'est déjà bien, 50%. Maintenant, si elle ne veut pas comprendre ces discours, eh bien, le Gabon peut se tourner vers d'autres partenaires. C'est ce qu'a dit le président face à Donald Trump. Il dit, mais nous avons des richesses, nous pouvons construire notre pays. Il faut simplement que les partenaires respectent nos choix et sachent que ces choix sont faits pour l'intérêt des populations gabonaises. Donc, l'époque où on pillait nos richesses, je pense, est révolue. Et sous la Ve République de Oligui Nguema, je pense que nous devons soutenir toutes les actions qui vont vers une souveraineté économique. À Salah pour le pétrole, la remise en cause des accords de l'Union européenne et de l'Afrique pour la pêche. Voilà, c'est une très bonne chose. La suspension de l'importation de poulet de chair, c'est une très bonne chose pour aller vers une souveraineté alimentaire. Et vous voyez, c'est comme ça, par petites touches, que nous pouvons faire comprendre que nous n'avons rien contre les puissances qui nous ont dominés, mais désormais, nous souhaitons avoir avec elles un discours gagnant-gagnant pour un partenariat qui soit satisfaisant pour les deux parties. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que nous avons les armes pour ça? Oui. Quelles sont les armes? La première arme que nous avons, c'est la matière première. C'est notre matière première, c'est une arme importante. On l'a toujours eu, hein, cette matière première, pourtant ça n'a pas empêché... C'est une arme. La deuxième arme, c'est la classe politique, l'élite. D'accord. Quand vous aurez une élite de plus en plus souverainiste, qui n'accepte plus que pour 2 ou 3% de pourcentage qu'on lui donne à titre personnel, il cède à la puissance qui vient exploiter 90%, quand vous avez des élites qui vont dire, écoutez, nous, on ne veut rien, nous sommes là pour notre pays, c'est 50-50, ça va changer. Et si la puissance coloniale française ne veut pas entendre ces discours, on se tourne vers les puissances, par exemple, des BRICS, ou bien vers d'autres puissances qui seraient disposées à avoir un discours qui soit dans l'esprit gagnant-gagnant. Donc, c'est une deuxième arme. Troisième arme, c'est le fait que nous puissions disposer aujourd'hui de plusieurs partenaires qui seraient disposés à venir travailler si d'autres ne le comprennent pas. Donc, 3 armes importantes. La matière première qui a toujours existé, mais maintenant une élite plus souveraine et qui peut s'adresser aux différents partenaires du monde multipolaire qui est en train de se constituer. Donc, voyez-vous, nous avons les moyens de changer la donne. D'accord, ça va être au mot de fin. Malheureusement, 26 minutes, ça passe très vite. On aurait voulu vous garder un peu plus de temps. Merci à vous, Privert Ngomo. Je rappelle que vous êtes homme politique et apprenti sage. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie et c'est toujours un plaisir d'être
dans ces milieux et dans ces lieux. C'est un plaisir également pour nous de vous avoir toujours sur ce plateau. Alors merci à vous de nous avoir suivis depuis chez vous. Le débat peut se poursuivre à la Maison Indépendance en Afrique, atouts et inconvénients. On a essayé de faire le tour en 26 minutes, mais ce n'est pas suffisant. Vous pouvez continuer le débat chez vous. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très vite sur Gabon 24, peut-être, pourquoi pas, pour un nouveau plateau spécial avec M. Privert Ngomon.